à tous. Deux invités sur Actu Matin ce matin. Maoutondi Rachel Oloron, jeune entreprenante, productrice et transformatrice du maïs. Avec elle, nous allons évoquer la situation donc, du maïs au Bénin. Le prix du kilo est au plus bas, c'est entre 100 francs CFA et 125 francs CFA. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette baisse du prix du kilo du maïs et est-ce que cela avantage bien les producteurs? Comment est-ce qu'il faut gérer l'excédent difficile à écouler puisque les commerçants se retrouvent avec beaucoup de sacs sur les bras? Les questions que je vais poser justement à notre invité tout à l'heure. Mon deuxième invité, c'est le professeur Bienvenu Antonio. Il est professeur d'université à la retraite, panafricaniste. Avec lui, on va regarder avec un œil averti le projet de société du candidat Romuald Wadaye, déclaré élu au premier tour récemment, en tout cas provisoirement par la Cour constitutionnelle qui devrait le confirmer en tout cas demain si tout allait très bien. On va donc analyser le contenu de ce projet de société-là avec l'œil du panafricaniste, voir un peu à quelle école devrait répondre justement les exigences qui nous attendent à partir donc de fin mai prochain, date à laquelle il aura prêté serment en tant que président de la République. Et puisque je vous parle de panafricanisme, l'actualité au Bénin est habillée par ce mot-là depuis quelques jours que Missiba est arrêté en Afrique du Sud. À Cotonou, on met les petits plats dans les grands pour obtenir son extradition. Quelle analyse doit-on faire de cette situation et les différents rebondissements que cela a connus? Ce sera notre sujet de discussion tout à l'heure. N'oubliez surtout pas que nous sommes mercredi. Quand on est mercredi sur l'Actu Matin, rendez-vous avec l'économie. Et puisque je vous parlais de l'élection de Romuald Wadaye, l'économie de ce matin
jeune, bien intelligent, rapport d'activité. Ouais, demain jeudi. Et que nous dit fraternité pour la deuxième fois, mais le roi des collègues les résultats. Yeah. Voilà donc dans l'actualité internationale Bénin au Fabre. Ah, perpétrée par des groupes armés a entraîné le déplacement interne d'un nombre croissant de personnes dont la plupart peinaient à accéder à leurs droits économiques et sociaux. L'ONU s'est inquiétée du recours généralisé à la détention provisoire en vertu de lois antiterroristes ainsi que des mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et de la façon dont étaient traitées les personnes incarcérées. Des victimes d'expulsion forcée attendaient toujours une indemnisation appropriée. Le nord du pays a été confronté à des menaces sécuritaires. Entre janvier et octobre, les forces armées béninoises ont été prises pour cible par des groupes armés, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, qui ont tué au moins 82 soldats. Une cinquantaine de personnes au moins ont été placées en détention provisoire
à la suite d'une tentative avortée de coup d'État survenu le 7 décembre. Sur la liberté d'expression, le Bénin a reculé de la 89e à la 92e place dans le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. Le Bénin, en dépit des efforts qui sont déjà faits, doit également, dans la lettre et dans les faits, garantir les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique, améliorer les conditions de détention, promouvoir le droit à un procès équitable et mettre fin aux détentions arbitraires, favoriser l'égalité de genre et la protection des groupes vulnérables, renforcer l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Notre manifeste sur la protection et la promotion des droits humains sur la période 2026-2033 revient de manière plus détaillée sur ces préoccupations et présente des recommandations assez claires. Mesdames et messieurs, Amnesty International, il n'est plus utile de le rappeler, est un mouvement rassemblant 10 millions de personnes qui fait appel à l'humanité en chacun de nous et milite pour que nous puissions toutes et tous jouir de nos droits humains. Notre vision est celle d'un monde dans lequel les dirigeants et dirigeantes tiennent leurs promesses, respectent le droit international et sont tenus de rendre des comptes. Essentiellement financé par ses membres et des dons individuels, Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute puissance économique et de tout groupement religieux. Nous avons la conviction qu'agir avec solidarité et compassion aux côtés de personnes du monde entier peut rendre nos sociétés meilleures. L'arrivée du maire sur le site achève de convaincre les uns et les autres du caractère extraordinaire, voire décisif de ce vendredi pour le marché de Wedo Aïdjedo et ses futurs usagers. En effet, l'infrastructure marchande est longtemps restée dans la léthargie pour défaut d'exploitation des places. Aujourd'hui, elle est le théâtre d'une rare affluence et surtout d'une opération de recensement et de remise de contrats aux marchands conduite par la secrétaire exécutive de la mairie d'Abomey Calavi. Donc l'opération consiste à recenser les bonnes dames qui ont déjà fait des formalités au niveau de la mairie. Il y a des bonnes dames qui ont acheté des tickets au niveau de la mairie. Il faut recenser, histoire de connaître le nombre de places déjà occupées et des places disponibles. Comme ça nous permet de faire appel à d'autres femmes qui sont dans le besoin. L'opération de ce jour s'inscrit également dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'occupation du marché moderne de Cococodi. C'est-à-dire nous demande, j'allais même dire, de réorienter certains vendeurs et certaines vendeuses vers ici. Mais déjà, il faut tenir compte de l'existant. Et donc la mairie a entrepris des travaux de désherbage et on a retouché un peu ce marché pour que nos mamans puissent venir vendre ici, nos papas également. Et pour une reprise sans anicroche des activités commerciales ici, les marchands sont invités à pleinement jouer leur partition. Nous lançons un appel à toutes les femmes à qui on est en train d'attribuer les marchés, de venir occuper leur place. Si elles n'occupent pas les places, on leur donne un délai. Mardi 21 avril 2026, c'est la date annoncée de renaissance du marché de Wedo Aïdjedo pour le bonheur des populations. D'épaisses fumées, des crépitements intenses, des sapeurs-pompiers à pied d'œuvre. Sur l'échangeur de Godomé, un camion chargé de cartons d'allumettes en direction de Cotonou a pris feu en début d'après-midi de ce mardi 21 avril 2026. Témoins de la scène et encore sous le choc, riverains et usagers racontent le déroulé des faits. Les bagages qui a été trop de hauteur, qui a pris assez de hauteur. Vous voyez, ça ne pouvait pas passer notre échangeur.
Donc, depuis de là-bas, ça a pris le feu. Même le chauffeur ne savait pas qui avait pris le feu. Arrivé au niveau des changeurs là, ça a rabassé un peu de pâté jusqu'à de l'autre côté. La cargaison qu'il transportait était un peu élevée. Il n'était pas averti. Sinon, avec ce genre de taille, on évite les changeurs et on prend par Godomé. Néanmoins, il a fait un effort. Il a essayé de retirer la tête du camion. Le véhicule s'est frotté et s'est bloqué à l'échangeur. Il était chargé de cartons d'allumettes. Le chauffeur n'avait plus le choix, mais il a quand même sorti un bidon de 5 litres pour éteindre les débuts d'incendie. Afin de prévenir de tels incidents, ils appellent les transporteurs à faire preuve de vigilance en revoyant certaines pratiques. Que les chauffeurs ne chargent plus autant de bagages. L'État doit même sanctionner les surcharges pareilles. Propriétaire du marchandise, de savoir comment remplir le bagage. Puisque c'est trop gros, ça va endommager. Et nous, difficilement, on a eu nos routes. Donc, d'essayer de bien diriger nos routes là pour que ça ne se reproduise pas. Au bout de longues minutes d'inspection, les sapeurs-pompiers réussissent à maîtriser les flammes. Cet incident relance une fois encore le débat sur la circulation des camions surchargés. Quand nous parlons de secrétaire dans une administration, il faut retenir celui-là qui traite les courriers. C'est lui qui produit les courriers. L'information stratégique, c'est lui qui produit ça. C'est lui, le secrétaire ou la secrétaire, qui produit ces informations-là. Je dis, c'est lui qui est chargé, c'est le cœur, je dirais, c'est le cœur de l'entreprise. Là, tout ce que vous voyez là, toutes les administrations, tous les services tournent autour du secrétaire. Je prends le service commercial, la gestion des documentations, il converge vers le secrétaire. Elle ou il a les informations stratégiques de l'entreprise. C'est pourquoi le mot secrétaire, elle tait les secrets. Si elle doit parler, l'information sera fuitée. En fait, c'est son vrai rôle. J'ai dit, gérer le courrier, produire aussi le courrier, courrier en termes de courrier arrivé, courrier départ, les saisies stratégiques, porter assistance aux responsables d'entreprise en termes de préparation des réunions, en termes de rapportage des réunions. Voilà, c'est le rôle qu'il joue. Donc, vous constatez que si on doit garder, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Si les écrits doivent être restés, c'est le secrétaire ou la secrétaire qui s'en occupe. Si un secrétaire ou une secrétaire de ne pas être plus positif, de ne pas être plus utile pour l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un enjeu. Invisible. Ouais. Et pire, toi, la note de la réunion, des travaux, gestion des courriers, l'IA peut me produire une stratégie. Dépend de ce poste de pression, nous devons
les habitants. L'IA, mais l'IA ne peut produire un du carcan des équipes. Oui, l'IA le fait, mais il devient coordonnateur des actions de l'IA, etc., etc. Voici notre rendez-vous avec le tout premier invité ce matin, c'est le professeur Bienvenu Antonio, professeur d'université à la retraite, philosophe, ethnologue et panafricaniste. Professeur Antonio, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes aussi très intéressé par la vie sociopolitique et l'actualité au Bénin. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je vous reçois, pour voir un peu avec vous quelle est la place de l'école et de la construction d'un citoyen béninois. Nouveau dans le projet de société de Romuald Wadayi. Merci d'être venu sur mon plateau ce matin. Il faut déjà partir, professeur, d'un constat que vous faites. L'école béninoise est extravertie selon vous. En quoi est-ce qu'elle nous fait regarder ailleurs plutôt que nous-mêmes? Bien, merci monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, oui, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs qui vous regardent chaque matin, oui, parce que de temps en temps, j'ai le retour par les amis sur tout ce que vous faites comme effort pour l'information. Merci beaucoup. Et après, permettez-moi également d'adresser pour une première fois mes félicitations aux deux gagnants. Ah oui, absolument. Nous sommes dans l'actualité. Le président Wadayi, oui, et la vice-présidente Talata. Oui. Et je pense qu'ils feront du Bénin un Bénin debout. Mm-hmm. Et comme l'a dit le président dans son introduction, chaque Béninoise et chaque Béninois se trouvera à l'aise. Absolument, on l'espère bien en tout cas. Que Dieu l'écoute. Absolument. Oui. Alors, notre école est extravertie, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je ne dirais même pas aujourd'hui, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui où j'ai traversé les étapes de l'école jusqu'à devenir enseignant à l'université, j'ai remarqué que le fondamental n'a pas changé, qui ne nous enseigne que ce que la colonisation, le programme de la colonisation, le programme de nos colonisateurs nous enseigne. On a traversé une période de la Révolution, on a appelé ça l'école nouvelle, oui, où il y a eu quelques modifications, où nous avons des activités culturelles programmées, nous avons des choix à faire, tout ça. Mais à un moment donné, ou bien à partir de la conférence des forces vives de la nation, je crois que ce programme a été écarté complètement. Ça a été repris par le jeudi sportif, mais c'est le jeudi sportif ou bien culturel, je ne sais plus. Mais ça ne fait pas remettre l'enfant dans son milieu. L'enfant ne se retrouve plus dans ces paradigmes. Alors que l'école doit faire découvrir à l'enfant ce qu'il est dans son milieu naturel d'abord. Ça a manqué et ça continue de manquer. Et quand j'ai observé le programme de l'éducation du président désormais Wadayi, il a plus mis l'accent sur encore l'extraversion, la technologie, tout ce qui est antique, tout ça. Mais peut-être il ne l'a pas dit. Mais chez moi, quand vous ne le dites pas, si vous ne le faites pas, je ne peux pas vous en vouloir. Mais dites-le pour que n'ayant pas fait, je puisse vous dire, mais monsieur le président, vous avez oublié ceci. Donc, c'est sur ça que personnellement, j'ai été un peu déçu. Mais quand on parle d'extraversion, vous l'aviez souligné, progressivement l'école s'est adaptée au fil du temps, non? On a vu, vous avez parlé de révolution, mais aujourd'hui, on a développé les classes sportives, les classes culturelles. Les vendredis après-midi sont consacrés à quelques, moments d'échange et d'apprentissage entre les élèves et leurs maîtres et les encadreurs, etc. Mais au-delà des activités culturelles et sportives, on a aussi les contenus, je dois dire, qui sont enseignés, qui parlent de plus en plus du Bénin
et qui, mettons, amène l'apprenant à se découvrir, comme vous l'espérez bien. Et au-delà de l'école aussi, il y a que le quotidien nous permet quand même, permet à l'élève de se retrouver dans son milieu. Il y a beaucoup d'activités qui se sont multipliées, les Vodou Days et autres, qui sont quand même un foisonnement d'activités qui rappellent à l'enfant qu'il est dans un contexte culturel donné. Très bien, merci monsieur le journaliste d'avoir fait cette analyse critique. Et c'est vrai, mais là où vous êtes, si je vous demandais votre panégyrique par exemple, comment on loue votre famille, on vous loue dans votre famille? Oui, mais ça l'école ne peut pas l'apprendre, ça c'est la famille qui devrait l'apprendre. Non, mais l'école doit pouvoir l'initier. Ah oui? L'université doit pouvoir l'initier. La sociologie, l'anthropologie, la philosophie elle-même devrait pouvoir l'initier. Mais quand une loi ne porte pas quelque chose, on n'est pas obligé de le faire. Fait, oui. Et moi, je dis que si effectivement l'État voulait faire des réformes au niveau de l'enseignement, au niveau des curricula, au niveau des matières enseignées, en fait, c'est de mettre ça dans une loi. Mais en parler sous forme de réforme, ceci ou de cela, les gens peuvent ne pas rentrer dans l'application et l'exécution de ce programme-là. Mais quand c'est dans une loi, si vous ne le faites pas, vous êtes puni. C'est pour cela, personnellement, le fait de dire on a Vodou Days, oui, ça c'est institutionnalisé. Mais Vodou Days, c'est qui? C'est pas ma culture. Ce n'est pas mon milieu. C'est ce que vous pouvez regarder, même n'importe quel montage peut créer le Vodou Days aujourd'hui, avec les intelligences artificielles. Vous n'avez pas vu des vidéos en Europe où les Français font du Zangweta, du Egungun, tout ça là, en pleine ville de Paris? Et pourtant, c'est quoi? Est-ce que c'est leur identité, ça? Non. Mais nous-mêmes qui regardons ça, et qui rions, et qui applaudissons, est-ce que nous-mêmes, nous sommes interrogés de savoir quel est notre être dans cette histoire-là? Quel est notre être? Or, si nous avons recours à notre être, à notre milieu, à ce que nous sommes normalement, naturellement dans ce milieu, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui se seraient passés de la justice. Justement, pourquoi est-ce qu'il faut en faire un sujet de politique publique fondamentalement? Oui, puisqu'en fait de compte, la gestion de la cité dépend de la politique. La politique, c'est les tests, c'est les lois. Si moi je décide, je veux faire ceci et que je ne suis pas autorisé, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je vais me battre pour que je sois autorisé. Et pour être autorisé, c'est que je vais tout faire pour que ça soit inscrit dans une loi et que ça puisse s'imposer et à l'apprenant et à l'enseignant et aux parents pour que lorsqu'on en parle, ça ne soit pas une faute professionnelle. Parce que je vois des explications en temps aller dans tous les sens lorsque l'apprenant parle sa langue vernacular, sa langue maternelle. Dans mon temps, c'était prohibé. Vous ne pouvez pas être à l'école et parler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous rentrez dans certaines familles, au lieu d'apprendre aujourd'hui, comme vous êtes en train de dire, à parler à leurs enfants, leur langue maternelle, on leur parle en français. On leur parle en français. C'est devenu une mode. Hein? Mais même justement, dans les villages, tout le monde veut parler français à la maison. Mais c'est ça le drame. Et en fin de compte, on est des déracinés. En termes clairs et brefs, c'est qu'on est des déracinés. On est plus en mesure d'aller servir en France, en Europe, dans les autres, que chez soi. Oui, parce qu'on apprend des choses dont l'existant ne nous permettent pas de l'utiliser. Qu'est-ce que vous pensez du citoyen du monde dont on rêve pour demain? Ah, bravo. Le citoyen rêvé pour demain. C'est beau. Vous voyez, la conception est très riche. La conception, rien d'immaculé. Mais la réalité, c'est autre chose. Si vous voulez construire un citoyen de demain qui puisse s'adapter à votre situation, créez-lui les conditions matérielles de le faire. Et comment ça se fait? Mais conditions matérielles, c'est quoi? Dans une première étape, il faut pouvoir baliser le sentier. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Quel est le choix qu'il faut faire? Le journaliste d'en face, vous et moi, nous puissions... qui va nous présenter les sports tout à l'heure. Oui. Nous soyons d'accord pour dire, nous allons nous mettre ensemble pour nous battre pour que ça se fasse. Les sportifs se sont battus. Ils sont en train de faire gain de cause aujourd'hui. Mais les autres, des autres secteurs de l'éducation,
de la formation de l'être. Aujourd'hui, quand on vous voit en vieux, on ne vous salue même pas. Nos enfants, quand vous êtes dans un bus avec l'âge d'un monsieur qui est devant vous, ou même des étudiants sont assis, mais vous êtes coincé quelque part, ils ne vous disent pas, ah, papa, venez vous asseoir. Dans l'ancienne éducation, dans l'ancienne école de la maison, l'école traditionnelle, vous ne pouvez pas faire ça. Mais pourquoi aujourd'hui on laisse faire? Parce que tout est légiféré. Tout, tant que ce n'est pas interdit, c'est permis. Alors que ce n'est pas ça. Oui, mais la loi ne peut pas nous édicter nos comportements jusque dans nos toilettes privées à la maison. Tout ne peut pas être loi. Il y a des choses que l'éducation, la morale, la famille à la maison devrait régler en principe. Très bien. La famille elle-même, faudra-t-il que vous leur créez les conditions d'existence pour que la famille reste dans la famille? Aujourd'hui, quand tout le monde va se chercher, le père s'en va le matin. Après 2 heures, c'est la maman qui va. Et après, c'est les enfants que le chauffeur lui-même dépose à la maison, mais il se débrouille pour aller à l'école. Et vous ne vous voyez que le soir, tout le monde est fatigué. Qui veut contrôler qui? Qui veut contrôler quoi? On n'est pas libérés nous-mêmes, on n'est pas allégés dans nos responsabilités et politiques même, de travail professionnel, pour dire, ah, maintenant je peux passer à la maison et je vais m'occuper de mes enfants. Vous, quand vous faites tout ce que vous faites ici comme débat, et qu'à la fin de 9h, 9h30, vous restez encore pour préparer votre conférence de demain, votre enfant est où en ce moment-là? Vous rentrez peut-être vers 13h. Si vous avez une femme aussi comme vous fonctionnaire, ou bien commerçante, elle serait où? Mais vous allez peut-être passer un coup de fil à la maison, à la bonne équipe pour vous, pour que l'éducation des enfants puisse vraiment bien être suivie, n'est-ce pas, par elle. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, le Bénin nouveau dont rêve le nouveau président, il ne faut pas qu'il utilise le mot rêve. Parce que s'il dit c'est notre Bénin rêvé, le Bénin de notre rêve, ça veut dire s'il ne le fait pas, je ne l'accuse pas. Parce qu'il a rêvé. Mais il faut agir. Pour vous, il faut mettre ça sur papier. Il faut agir. Mais il faut agir. Il faut agir. Mais il a pris quand même un certain nombre d'engagements. Déjà, même les engagements que les gens ont pris pendant les périodes passées, pendant les gouvernements passés, est-ce que tous ont été respectés? Il y en a qui ont été élaborés de toutes les façons. En tout cas, dans son projet de société, il a abordé quand même l'école. Et vous aviez décrit un peu l'école qu'il voit, en tout cas pour l'avenir, très tournée vers la technologie, la science, et c'est ça qui me fait peur. Mais c'est ça le monde de demain, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Ce monde de demain risque de se retourner contre nous-mêmes. Comment ça? Parce que si je suis contre le journaliste Tanguy Agoy aujourd'hui, je vais créer par l'intelligence artificielle tout ce qu'il faut faire et je publie. La loi existe pour vous sanctionner. Mais avant, votre personnalité atteinte. J'ai réussi ma mission. Je peux faire la prison pendant 10 ans, pendant un siècle. Mais j'aurais réussi de vous jeter l'opprobre. Est-ce que c'est ça? Mais tout ce que la technologie offre aujourd'hui, l'ordinateur offre aujourd'hui, est-ce qu'on l'avait soupçonné il y a 10 ans derrière? Combien sont derrière les barreaux pour Gaïman? Moi, je ne savais même pas qu'avec ça, on peut vendre Cotonou à quelqu'un et l'intéressé va payer de l'argent. Ça veut dire que avec l'IA maintenant, tel que ça se fait, intelligence artificielle, on peut tout créer. On risque de créer le Bénin fictif qu'on va vendre, qui dit que c'est le Bénin de notre rêve. Mais il faut faire attention entre la pensée et la réalité, entre le concept et la matière. Il faut faire attention, ça, c'est pas facile à gérer. J'ai admiré le programme, j'ai admiré la littérature, mais je lui donne rendez-vous dans les 100 jours pour qu'on revienne ici faire encore un premier bilan. Une administration, c'est quand même une grosse machine. Et puis la mise en place des idées, c'est beaucoup de choses à mettre en synergie et ça peut demander beaucoup plus de temps que 100 jours. Vous demandez aussi, en tout cas, qu'on enseigne ou qu'on forme les jeunes béninois au panafricanisme. C'est un mot qui n'est pas très plaisant à Cotonou actuellement. Hein? Oui, mais parlons-en quand même. C'est quoi le panafricanisme? S'il y a un seul creuset aujourd'hui sur le continent
dans lequel tout le monde peut s'asseoir sans s'en vouloir et parler vraiment, échanger, c'est le panafricanisme. Comment ça? Si vous êtes du Bénin, mais avant tout vous êtes africain. Mon ami sportif est béninois, il est africain. Mon ami du Niger, du Tchad, et même l'afro-descendant qui est parti de la diaspora, et comment je vais dire, douloureuse, c'est-à-dire ceux dont les parents étaient esclavagisés, sont nés là-bas. Et s'ils venaient pour nous, c'est parce qu'ils se sentent africains quelque part. Ils ont retrouvé les traces de l'Afrique dans les archives de leurs arrière-grands-parents. Donc, le seul creuset où tout le monde, y compris même les ennemis politiques, peuvent arriver pour que nous puissions changer, c'est l'Afrique, c'est le panafricanisme. Mais déjà à l'intérieur... Oui, quand on a fini de dire ça, de quoi nous voulons parler? Maintenant, il y a maintenant, le défi de l'Afrique est là. Je vais donner seulement 3 exemples. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes heureux de voir, même n'étant pas de ce continent, un troupe aller déloger un président du Venezuela? Donc demain, on peut venir déloger Talon ici. Pourquoi? Quelle est cette souveraineté-là? Mon État n'est pas souverain. Pour qu'un autre État, parce qu'il a une puissance politique, une puissance militaire, une puissance économique, il vient, il attrape mon président, l'amène pour pouvoir exploiter le pétrole. Ça veut dire quoi, ça? Mais sous quelle forme alors traduire justement le sentiment panafricaniste chez les jeunes aujourd'hui? Parce qu'on a bien l'impression que chacun... Justement, il faut pouvoir insister sur le fait que les frontières ne doivent pas être des matières à réflexion. Nous en faisons des bétons. C'est ça le vrai problème. Passer d'une frontière à l'autre frontière et mettre 3-4 heures en tant que Béninois pour passer au Nigeria, mettre 3 heures à la frontière, vous voyez ce que ça fait? Ça fait déjà de l'exclusion. Alors que je peux marcher, traverser la frontière avec ma carte d'identité, je continue mon chemin. Et là, je me sens en sécurité. C'est vrai, cela ne va pas exclure le contrôle. Parce qu'aujourd'hui... Oui, c'est important. Ce que je dis, ça c'est normal. Oui. Mais on ne peut pas perdre du temps à faire asseoir quelqu'un alors qu'il veut quitter le Bénin, aller au Togo ou bien au Nigeria à la frontière. Est-ce qu'il a un papier? Est-ce qu'il a sa carte d'identité? Mais lorsque votre papier même de CEDEAO, Nigeria ne reconnaît pas, moi j'ai vécu ça. La carte d'identité ne vous fait pas circuler librement au Nigeria. Il y a du travail qui se fait quand même. Oui. Non, justement, il faut pouvoir acter vraiment ça. Nos chefs d'État ne se concertent pas. Il y a des sommets qui se multiplient. Et ces sommets-là, que Dieu m'engage. Je n'irai pas si je ne peux pas affirmer moi ma pensée. Attendez, le bâtiment de l'UA, est-ce que c'est l'Afrique qui l'a construit? On peut avoir un partenaire qui vous aime. Et après, celui qui vous aime fait quoi après? Il vous aide à construire votre vous aimez une fille, qu'est-ce que vous attendrez de lui après 10 ans? Vous soyez tranquille, ça, ne nous l'aurons pas. Il n'y a plus de charité dans ce sens-là aujourd'hui. Oui, mais c'est pour cela l'Afrique doit devenir un continent souverain. Il y a quand même, regardez, il y a des fondamentaux dans le panafricanisme. Quelqu'un, je m'en vais, j'ai envie de vous faire boire, je n'ai pas le temps. Les amis, je vous donne 10 000 francs. Quand vous allez finir, allez vous rafraîchir. Moi, je vais rester avec vous et continuer les débats. Je n'ai pas le temps. Ce que je vous ai donné comme monnaie, la billet, là, c'est quelle est sa nationalité? Quelle est sa nationalité? On va me dire c'est le franc français. Le franc CFA. Mais définissez le franc CFA. Est-ce que c'est la même chose que l'euro? Avec l'euro, vous passez d'un pays anglophone à un pays francophone, à un pays lusophone sans problème. Mais avec le franc CFA, vous ne pouvez pas. Ah bon? Vous êtes parti d'ici avec le CFA au Nigeria et vous avez dépensé le franc CFA. Vous êtes parti du Bénin au Ghana et vous avez dépensé le franc CFA sans faire des échanges? Jamais. Mais quel est ce continent-là?
Alors que nous... En quoi est-ce que c'est plus panafricain panafricaniste qu'économique? Ces éléments que vous évoquez. Ça deviendra désormais notre identité. Si vous avez ça, et si vous vivez de ça, vous êtes africain. C'est comme l'euro. Quand vous faisiez votre porte-monnaie aujourd'hui, vous trouvez des euros dedans. Cela ne veut pas dire que vous êtes européen, mais vous êtes au moins sympathisant de l'Europe. Oui. Sinon, vous ne devez pas l'avoir dans votre... C'est ce que j'allais vous dire. La monnaie ne détermine pas le sentiment d'appartenance à un groupe. Si, mais ça détermine votre mode d'existence et votre mode de souveraineté. Parce que celui qui vous envoie ce que vous dépensez sous forme d'argent par le conteneur, par avion, il fera de vous ce qu'il veut. Pourquoi acheter du coton? Ne pas pouvoir l'acheter, ne pas l'exporter dans notre devise CFA. Vous êtes obligé de transiter par le Trésor français. Et là, il vous prend 65% de ce que vous vendez là comme gage de transaction. Ça veut dire quoi? On ne nous parle pas de ça suffisamment pour nous montrer que notre économie extravertie est pillée. Et là, on ne peut pas continuer avec ça. Donc, le panafricanisme, je le répète et je vous le dis, c'est le seul creuset neutre. Et si vous voulez que je l'utilise et que je veux le faire, je vais endosser ma responsabilité, politico-neutre, excusez-moi, c'est une néologie, politico-neutre, dans lequel tout le monde... C'est même des thèmes contradictoires, hein. Ça ne peut pas être politique et neutre. Même. Discuter du B. Mais il est... Nous allons réfléchir ensemble. Quand le panafricain je suis africain, je veux circuler. Université. Mais je ne veux pas.
Deuxième,
de
pour déjà le mouvement dans là Et vous dites donc que le marché de la dette est très enthousiasmé par cette élection et que justement cet enthousiasme a pu emballer toute la sous-région. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va partir de l'opération de 22 milliards dont je viens de parler, réalisée sur le marché de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Cette opération a suscité l'intérêt d'investisseurs issus de 4 pays de l'espace UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ce qui illustre la profondeur croissante du marché financier régional. Les investisseurs illinois, évidemment, c'est là la phase du lien avec 14,93 milliards de souscriptions retenues. Ils sont suivis par des participants de l'UMAC, 3 milliards de francs CFA, de la Côte d'Ivoire, 2,13 milliards de francs CFA et du Burkina Faso, 1,93 milliards de francs CFA. Ce n'est pas seulement des investisseurs d'un seul pays qui ont fait des offres pour ce titre de 20 milliards de francs CFA, mais des investisseurs de 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire,
C'est un signe aussi très intéressant. Cela témoigne une nouvelle fois combien le pays est considéré au-dessus de marché de la dette. Et au plan international aujourd'hui également, le FMI et la Banque mondiale ainsi que d'autres institutions financières ont toujours distribué de très bons points au Bénin. En ce qui concerne la dette, c'est un pays dont la financière est lourde ces dernières années sur le marché financier international. Jacques, pour finir, faut-il voir justement dans cette réaction, mettons, positive des investisseurs internationaux un gage de stabilité et certainement de continuité au niveau donc des réformes économiques et financières au Bénin? Bien évidemment, Tanguy, la question ne se pose même plus. Si le scrutin, admettons, ne s'était pas bien déroulé, si les investisseurs se rétractaient à cause du climat qui peut-être serait délétère, cela allait inéluctablement casser la dynamique en cours dans le pays. Heureusement, on n'en est pas là. Cette stabilité politique qu'on observe actuellement dans notre pays, cette confiance des investisseurs aussi bien régionaux qu'internationaux aussi, cela va permettre de poursuivre les réformes économiques en cours dans le pays. Cette métamorphose qui a permis d'obtenir des résultats tangibles sur la dernière décennie, notamment sur le plan macroéconomique, on a dit qu'il y a plusieurs reprises. Les indicateurs macroéconomiques sont ouverts, croissance économique, dette publique, taux d'inflation et autres. Le Bénin est un bon élève. Reste maintenant que cette embellie économique quelque part ressentie à la base et les populations ressentent cela au quotidien, ressentent cela dans leur plat. Et sur ce point, le président Robert Zawada l'avait spécialement écouté lors de la campagne électorale. Il a promis travailler à ce que la pauvreté extrême soit réduite. Il a donc promis à ce que la croissance économique que nous observons se traduit réellement dans le quotidien du Béninois. Il promet donc dans ce cadre pour les politiques que c'est bien beau d'avoir ces agrégats économiques, c'est bien beau d'être salarié par des investisseurs internationaux, mais c'est aussi intéressant que les Béninois, ceux-là que vous utilisez, vous applaudissent à la base parce qu'ils ressentent cette embellie économique. Jacques Degué, merci. Merci à vous, Tanguy. Très bonne journée à Parakou. Merci. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, voici mon deuxième invité ce matin. Une dame, elle s'appelle Maoutondi Rachel Olorum. Elle est jeune entrepreneur investie dans la production et la transformation du maïs. Madame Olorum, bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes aussi dans le commerce de cette céréale-là. Je parle du maïs. Merci d'être venu sur mon plateau pour parler justement du destin du maïs à l'heure actuelle. Faut-il dire, le prix du maïs est au plus bas actuellement sur le marché, entre 100 et 125 francs CFA le kilogramme, contre 200, 250, voire 350 francs CFA par endroit par le passé à pareil moment. Vous êtes dans la production, mais aussi dans la transformation de ce produit-là. Première question, qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse drastique du prix du maïs aujourd'hui? Merci monsieur Tanguy pour votre intérêt par rapport à la culture de maïs. Oui. La baisse du prix du maïs sur le marché actuel au Bénin, nous pouvons dire que cela s'explique principalement par une forte augmentation de l'offre sur le marché. Ah oui? Oui. Et cette augmentation de l'offre s'explique aussi par l'interdiction de l'exportation du maïs en dehors du Bénin. Voilà. Le gouvernement a instauré une interdiction d'exporter du maïs. Cette mesure a pour but de maintenir la production nationale sur le marché local afin de répondre à la demande locale. Voilà. Et dans ce cas, vous devez être très malheureuse, vous qui êtes au début et à la fin de la chaîne. Vous êtes, je l'ai dit, productrice de cette denrée-là. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les producteurs. Non, cela n'a pas malheureusement été une bonne nouvelle pour les producteurs et les productrices de maïs. Puisque nous pouvons déjà constater que la saison précédente de 2025 a connu une bonne condition climatique, ce qui a fait que beaucoup de producteurs ont produit le maïs. Et à la fois, ces producteurs ont mis sur le marché
eux tous ont mis sur le marché leur maïs, ce qui a fait qu'il y en a, et le taux est devenu excédentaire et ils n'ont plus le choix en fait. Ils n'ont plus le choix, ils se trouvent dans l'obligation maintenant de liquider ces maïs à vil prix pour subvenir à leurs besoins. Voilà. Quand vous parlez d'excès, quelle est la différence en termes de quantité de production entre la saison passée et celle qui avait précédé pour qu'on en soit justement à cette étape de la situation? La saison précédente, nous pouvons déjà constater que la petite saison, tout le monde savait déjà que la petite saison est une saison que beaucoup de producteurs ne produisent pas. Ouais. Puisque c'est un peu dangereuse, disons. Imprévisible. Imprévisible, voilà. Mais la saison passée a été extraordinaire, c'est du jamais vu. La pluie a été vraiment waouh. Donc, on en a produit et ça a produit assez. Du coup, on a assez de maïs. Principalement, moi maintenant, j'ai du maïs en stock. Ah oui? J'ai pas pu vendre. Vous avez produit combien de tonnes l'année passée? J'ai produit sur une superficie de 1 hectare. 1 hectare? Oui. Et vous avez gardé 1 hectare depuis l'année passée? Oui. Vous n'avez pas pu écouler? Non, je l'ai stocké, je l'ai mis là, pour le moment. Et ça fait une grosse perte, j'imagine? Non, si on arrive à maîtriser les conditions de stockage, ça n'engendre pas assez de pertes, voilà. En tout cas, on va parler de la conservation tout à l'heure. On va parler aussi de la transformation. Ceux qui en souffrent le plus, ce sont les commerçants qui n'arrivent plus justement à faire des chiffres. Est-ce que cela ne paralyse pas un peu l'écosystème autour de cette denrée alimentaire-là? Bien sûr que cela paralyse l'écosystème, puisque les commerçants, eux, ils en achètent chez les producteurs et maintenant, eux, ils les stockent dans leur boutique. Et pour stocker dans les boutiques, c'est juste dans des sacs de 100 kilos et autres. Voyons. Donc, eux, ils n'ont pas la possibilité maintenant de sécher le maïs et de stocker dans des récipients hermétiquement fermés. Puisque pour bien stocker le maïs et éviter les pertes, il faut les stocker dans des récipients hermétiquement fermés. Par exemple, moi maintenant, pour stocker mes maïs, j'achète les bidons de 25 litres et même des tonneaux. Prenons l'exemple des tonneaux bleus que les maçons utilisent sur les chantiers de construction. Voilà. Moi, j'en achète sur le marché et une fois à la maison, je sèche bien le maïs, très bien même, et je mets dans ces bidons et j'y ajoute des piments secs. Voilà, pour empêcher les charançons de se reproduire dans le maïs. Et il y a aussi des bonnes dames qui mettent du camphor. Mais laissez-moi vous notifier que le camphor est très dangereux pour la santé. Nous n'allons pas développer cet aspect-là maintenant, mais nous notifions juste que le camphor est très dangereux pour la santé. Et moi, j'utilise juste du piment que je mets dans le maïs, dans les récipients. Quelle quantité de piment il faut mettre justement dans un tonneau de maïs à conserver? Dans un tonneau, même 1 kilo de piment, c'est déjà beaucoup, juste un peu. C'est juste le gaz du piment qui empêche les charançons de se reproduire. Voilà. Certains font recours à des produits proposés par les structures de la place pour conserver le maïs. On fait le séchage comme vous le dites et puis on fait un mélange suffisant et puis ça reste bien longtemps. Oui, il y a des produits qui sont recommandés par des structures de la place pour mieux conserver le maïs. Mais moi, je n'opte pas beaucoup pour cette méthode puisque cela fait recours beaucoup plus à des méthodes chimiques. Or, le chimique n'est pas trop conseillé, ce n'est pas trop bien pour la santé. Il paraît aussi que quand on conserve trop longtemps le maïs, la pâte qu'on produit après n'est plus vraiment tendre et intéressante. Oui, évidemment, dès qu'on conserve à longue durée le maïs, la pâte n'est plus de bonne qualité. Oui, c'est bien. C'est pour cela qu'il faut aussi opter pour des méthodes de transformation. Oui. Et justement, sur la place de la transformation, on n'a pas beaucoup d'idées, puisque face à des tonnes et des tonnes de maïs, les solutions que nous avons là, ce sont des solutions, mettons, très limitées. Il faut transformer en bouillie, il faut fabriquer de la bouillie et autres éléments. Et ça s'arrête là. Parlons de la transformation du maïs. Bien évidemment, comme vous l'avez notifié, il faut faire la bouillie, la cassa, la pâte. Mais il y a aussi la farine que nous faisons et que nous utilisons pour faire la pâte à la maison. C'est aussi une idée d'entreprise. Nous pouvons faire cette farine et le mettre dans des enveloppes de 1 kg, 2 kg, 5 kg, mettre des étiquettes dessus et mettre sur le marché local et essayer de le vendre. Aussi, par exemple, moi, pour transformer le maïs maintenant, je le transforme en aclus. Et je mets mes aclus sur le marché. Moi, mes aclus s'appellent aclus super.
de Joie Agrobusiness que je mets sur le marché Merci, et que les merci gens pour la publicité. et que les gens en achètent vraiment. Oui. Oui, donc il y a assez d'idées d'entreprise qu'on peut avoir pour pouvoir transformer le maïs et essayer de liquider. Oui, mais moi, mon souci, c'est quelle quantité arrivez-vous à écouler en faisant cette transformation-là par rapport justement à l'énorme quantité vendue et non consommée de maïs qui est là? Par rapport à l'énorme quantité de maïs invendu et qui est en stock, Oui. moi, je vends le maïs brut et je transforme également. Oui. Donc, j'ai des dames qui font la bouillie. Donc, elles viennent chez moi et en acheter pour aller faire la bouillie. Donc, de temps en temps, elles viennent pour en acheter. Et aussi, moi-même, je ne cesse pas de transformer mon maïs puisque j'ai la clientèle et ils apprécient mon accru de sorte qu'ils en demandent de temps en temps. C'est ça. Et il n'y a pas d'idée, mettons, de transformation qui soit à l'échelle industrielle. On a vu, en tout cas, beaucoup d'entreprises s'engager dans la transformation, par exemple, des noix de cajou, dans la transformation, mettons, du soja, etc., qui permet à ce que la quantité qui est produite au plan national soit suffisamment consommée. On n'a pas d'idée industrielle par rapport au maïs. Par rapport au maïs, notifions que le maïs est une céréale, est la céréale de base pour la consommation au Bénin. Oui. Mais le fait de valoriser la transformation du maïs au Bénin n'est pas aussi valorisé que ça. Donc c'est maintenant nous allons essayer par les petites entreprises informelles, essayer de valoriser la transformation du maïs jusqu'à la mener à l'échelle industrielle. C'est quand même curieux que le maïs souffre actuellement, puisque on a quand même beaucoup d'intérêt en matière donc de transformation. Je sais que le maïs est très sollicité pour la fabrication de différentes boissons locales, par exemple le tchoukoutou, le tchakpalo, un peu moins, et qui interviennent notamment dans ce processus-là. Faut-il craindre que les producteurs, quand on voit un peu les difficultés qu'ils ont aujourd'hui, faut-il craindre que cette année, ils ne produisent pas du tout le maïs? Cette année, par exemple, moi maintenant, j'ai produit juste une petite quantité de maïs pour ne pas mettre ce maïs sur l'autre production. Mais l'autre production, c'est déjà en cours, ça finit bientôt. Ce qui est en stock finit bientôt. Mais pour cette année, j'ai juste fait un peu. Et aussi, notifions que cette saison, la pluie a été un peu retardée. Bon, disons, elle a été en retard. Oui, elle a été un peu en retard. Je crois, en avril, oui, au lieu de venir très tôt en mars comme c'est attendu. Oui. Donc, ce qui a fait que beaucoup de producteurs, cette année, même moi, dans la zone où je produis, beaucoup de producteurs sont découragés, ils n'ont pas produit cette année, par exemple. Et ils se sont tournés vers quelle spéculation? Beaucoup ont fait de l'ananas, beaucoup ont fait du manioc. Moi-même, j'ai fait du manioc. Mais même le manioc aussi a subi le même destin l'année passée. On a vu des gens qui avaient espéré exporter, écouler leur manioc sur Savet ou sur Dassa, parce qu'il y a quand même une usine de production de boissons alcoolisées qui consommait cela dans la zone. Eux aussi se sont retrouvés du jour au lendemain aussi avec d'énormes quantités de manioc sous les bras. Oui. Le manioc aussi connaît le même problème que le maïs. Seulement le manioc, on essaie, le marché est là et on vend beaucoup plus vite que le maïs. C'est ça. Vu que ce sont dans les villages que nous produisons, les dames villageoises, elles viennent dans le champ en acheter directement pour aller transformer en gari, en tapioca, pour pouvoir aller vendre. Mais le maïs, les dames villageoises aussi, elles en ont dans le champ. Carrément. Donc, tu es obligé de transporter du champ vers la ville maintenant pour pouvoir proposer à la population. Quel est votre produit préféré de transformation du maïs? Moi, j'aime beaucoup plus le accru puisque c'est beaucoup plus recommandé par ma clientèle. Et quel est son intérêt nutritif? Le accru, c'est beaucoup plus... on l'utilise pour faire la bouillie. Oui. Et les enfants en raffolent. Les adultes aussi, c'est bon pour les adultes. Et pour faire le accru, il faut d'abord avoir un produit dérivé avant de faire le accru qu'on appelle localement le manway. Okay. Donc ce manway, c'est même bon pour faire la pâte de sapoule et les personnes diabétiques. Donc les personnes diabétiques aussi, ils en consomment. Ce qui fait que le accru là, on demande beaucoup plus. Et ce même accru est même un remède pour ceux qui ont la diarrhée. Voilà. Donc ça calme la diarrhée? Oui, ça calme Comment la diarrhée. Ça se fait? On met le accru dans l'eau et on y ajoute un peu de sel et vous buvez.
Dès que vous buvez, vous pouvez aller à la selle 1 ou 2 fois et ça se calme. Et ça se coupe. Oui. Le akuli, comment vous le conservez? C'est des grumeaux secs? Oui. Ou comment ça se fait? Ce sont des granulés secs, Ok. bien secs que je mets dans des bouteilles et je mets des étiquettes dessus et les gens Donc quand on récupère chez vous, il faut chauffer l'eau seulement, mettre dedans et puis la bouillie est prête. Bonne arrivée à Pli. Maoutoudi Rachel Oloron, je rappelle que vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes investi dans la production et la transformation du maïs. Vous étiez sur mon plateau pour parler du destin actuel du maïs, très embarrassant chez les producteurs et les commerçants. Il y a d'énormes quantités de maïs invendues, non écoulées jusque-là, ce qui a eu pour conséquence sur le marché de faire baisser drastiquement le prix du kilo. On est passé du prix ordinaire de 250 à 350 francs CFA en cette période-là à 100 francs ou 125 francs tout au plus, s'il vous plaît, dans les marchés. On espère véritablement qu'on pourra y trouver une solution. Merci d'être passé sur mon plateau. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on marque une pause. Ça va être une série de publicités. Le temps pour moi d'installer les débatteurs. Un aphrodisiaque est une substance qui excite le désir sexuel et booste la libido. Les aphrodisiaques et autres filtres d'amour existent depuis la nuit des temps. Ils sont utilisés par les hommes et les femmes dans l'intérêt de mieux séduire leur partenaire. Il y en a de différentes sortes. Les produits aphrodisiaques, de façon générale, ça vient comme support ou un renfort. Dans un produit aphrodisiaque, comme son nom l'indique, il y a Aphrodite dedans. Aphrodite, c'est le plaisir, c'est le sexe. Et il y a vraiment de plaisir maximal que quand les organes génitaux accompagnent le mouvement, accompagnent la situation. Les gens commettent souvent l'erreur de penser que quand on parle d'aphrodisiaque, que c'est seulement au niveau de l'homme que ça se passe. C'est faux. Hein? Les femmes aussi ont besoin de produits aphrodisiaques parce que ça booste la sexualité des deux côtés. C'est pour ça qu'il y a aphrodisiaque masculin et aphrodisiaque féminin. Bon, il existe sous différentes formes. Il y a des bonbons mentholés, il y a des bonbons simples, il y a du miel en sachet fait en de petits sachets qui diffèrent de nos miels naturels. Il y a également des tisanes naturelles comme des clous de girofle avec d'autres composants qu'on utilise. On en vend un peu partout aujourd'hui, dans les coins de Cotonou comme de petits pains, et chacun d'eux ont leur mode d'utilisation. Bon, j'ai l'habitude d'utiliser les bonbons et aussi les tisanes à 15 minutes, mais les tisanes c'est beaucoup plus juste après les menstrues, voilà, juste après les menstrues, sur une semaine. Bon, je dirais ça dépend de ce que tu prends. Concernant les bonbons, tu peux juste prendre 2 ou 1 selon ce que tu veux. Le miel, tu peux prendre un seul sachet. Les clous de girofle et autres composants, les tisanes, tu fais juste des tisanes et tu fais des bains de siège et également des tisanes que tu bois normalement comme si c'était tout autre tisane en fait. Je m'approvisionne souvent chez les bonnes dames qui vendent sur la plage, au bord des marches et au bord des voies, voilà, dans des boutiques aussi. Et les tisanes, souvent, c'est chez les dames qui vendent des tisanes traditionnelles. Parmi les alchimies utilisées dont la provenance et le contenu sont ignorés, la fabrication des produits aphrodisiaques est également faite à base d'épices et de plantes naturelles. Les femmes qui en connaissent le secret sont toujours à la recherche de nouveaux produits pour accroître leur libido ou le plaisir de leur partenaire. Selon elles, ces produits ont de quoi amplifier leur douceur et leur sensualité, comme témoigne Ablawa, une jeune femme de la trentaine. Bon, je dirais que c'est beaucoup plus pour expérimenter une nouvelle dimension, réaliser des fantasmes, avoir beaucoup plus de nouvelles sensations. Ça suscite l'envie d'abord et également ça permet à la femme de beaucoup lubrifier en fait. Donc il y a tout ça
qui fait que les rapports avec ces différents produits diffèrent pour des rapports sans ces produits. Normal qu'ils ressentent qu'il y a de changements en fait, parce que ce n'est pas les mêmes sensations que les jours où on n'en prend pas. L'efficacité des cocktails aphrodisiaques et autres compléments alimentaires n'a jamais été prouvée scientifiquement. Ils peuvent avoir des effets indésirables ou être contre-indiqués chez certaines personnes. Il se fait du tort. Il se fait du tort parce qu'il va y avoir nécessairement l'accoutumance. Les premières fois, ça peut marcher, il est content, mais son organisme très rapidement va s'habituer à ces produits. Et sans ces produits, il ne peut plus démarrer comme on le dit. C'est un peu comme une mécanique qu'on a rodée. Ça démarre au quart de tour, ou bien la mécanique se fatigue et ça tarde à démarrer. Donc cette personne se fait du tort puisqu'il a créé en lui-même ce qu'on appelle la dépendance. La dépendance sans ce produit, sans cette pilule, je m'excuse du peu, son engin, son organe génital, son organe sexuel ne peut pas lui donner l'autorisation de continuer. Ça, c'est mauvais. Une fois en passant, parce qu'il a besoin de se prouver quelque chose, mais ça rend dépendant, c'est ça qui est mauvais et ce n'est pas bien. As-tu le moral? Est-ce que t'es prêt? T'auras pas le choix, non, est-ce que tu sais? Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec moi, c'est le paradis. Voilà donc pour ce qui est du magazine de ce matin. Non, c'est le risque qui est en train de me perturber sur le plateau. Je dois trahir le secret pour me dédouaner. Mesdames et messieurs, voici nos moments de discussion. Ce matin, on aborde une actualité intéressante et importante. Il s'agit notamment de l'arrestation en Afrique du Sud de Kémy Séba. Cela fait plus d'une semaine maintenant que le Béninois a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à sortir clandestinement du territoire de la nation arc-en-ciel vers le Zimbabwe. Et depuis lors, les chancelleries, que ce soit à Pretoria, à Niamey ou à Cotonou, se parlent, s'appellent, discutent pour obtenir l'extradition, la condamnation, la libération de celui qui a été arrêté. Franck, bonjour. Ulrich, bonjour. Eric, bonjour. Kémy Séba a été arrêté. C'est pas une première, hein, Franck. Il a toujours eu des problèmes avec la police partout où il est passé. Absolument, ce n'est pas une première. Cette fois-ci, à la différence des autres fois, c'est que ça a duré un peu plus. Parce qu'il passait 2-3 jours en garde à vue. On apprend qu'il est libéré et puis il continue son chemin. Cette fois-ci, en Afrique du Sud, je me rends compte qu'il a passé plusieurs jours et il a été même présenté, je crois, aux autorités judiciaires qui l'ont déposé. Ils ont relâché son fils en compagnie de qui on l'a arrêté. Je pense que le sujet préoccupe et intéresse parce que c'est un compatriote béninois qui a dédié, disons, son énergie, sa vie, sa jeunesse à une idéologie, un certain panafricanisme qu'il défend avec ongle, à sa manière. Disons ça, mes aventures, les problèmes qu'il connaît ces derniers jours, je pense qu'on pouvait s'y attendre, hein, parce qu'on a vu dans un activisme, disons, assez violent, ses déclarations, ses prises de position et tout, et même les dernières, en interne, les derniers audios
le régime a bien voulu mettre à notre disposition, qu'on a écouté, on se rend compte qu'il ne faisait pas que de l'activisme. Le mobile pour lequel il a été arrêté en Afrique du Sud, pour quelqu'un qui défend une telle idéologie, pour quelqu'un qui veut que la jeunesse soit un modèle et que la jeunesse puisse prendre, disons, son destin en main, puisse se battre pour la liberté, pour avoir des dirigeants qui gouvernent bien nos États, ça m'a vraiment surpris. Ça veut dire que derrière sa conviction, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait lui reprocher. Et ceux qui déjà le disaient par le passé, qui disaient que c'est quelqu'un qui n'est pas assez orthodoxe, je pense que cela vient apporter de l'eau au moulin de ceux-là. Cela vient confirmer ceux qui le disaient. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un leader de cette trempe-là, qui dit à visage découvert ses opinions, qui est vraiment très virulent sur ce qu'il appelle la malgouvernance en Afrique, puisse adonner à de telles pratiques. Je pense que la justice s'en occupe et le Bénin, bien évidemment, va en profiter pour lui demander des comptes, et c'est cela qui est en cours si nous nous en tenons aux déclarations du procureur spécial près la Criette. Donc je me dis que c'est un feuilleton qui vient de démarrer avec Kémy Séba. Et Dieu seul sait les épisodes qui vont être déroulés, comment est-ce que ça va se passer. Mais ce qui est sûr, déjà pour ce qu'il a fait, je pense que Pretoria va quand même dire quelque chose selon la loi qui est en vigueur là-bas. On attend bien de voir. Et le riche? Oui, Kémy Séba, actuellement dans les liens de détention, en attendant sa condamnation ou sa libération, on ne sait pas encore, mais le véritable aspect que nous sommes en train de traiter, c'est sa possible extradition vers le Bénin. C'est vrai que quelque part très vite, moi je veux plutôt relever cette manœuvre informationnelle très indélicate que nous avons eue ces derniers jours et qui prouve encore une fois encore que le projet de société du nouveau président de la République, Romier Wadani, tient compte de cet aspect. Vous avez vu très vite, on a vu le procureur spécial de la Criette faire sa sortie pour annoncer qu'il est en ce moment en train de rédiger la demande d'extradition. Mais bien avant ça, nous avons déjà eu beaucoup d'informations selon lesquelles la délégation béninoise qui serait en Afrique du Sud serait éconduite. Donc une demande qui n'a pas eu un accord favorable. Est-ce qu'il y a eu une délégation de Cotonou à Pretoria? Il y a eu une délégation, mais est-ce que la délégation est allée présenter la demande d'extradition? Non. C'est tout autre chose. Ah oui? La délégation était allée faire quoi? Non, a priori, c'est une délégation diplomatique et a priori, il n'y a pas eu de demande d'extradition de façon officielle. La preuve, le procureur spécial de la Criette a bien précisé que la demande est en train d'être rédigée au moment où il faisait sa déclaration. Pourquoi est-on parti de Cotonou au lendemain de l'arrestation de Kémy Séba? Non, avant de venir à cette question, demandez-vous déjà pourquoi est-ce qu'on donne déjà d'informations sur un possible refus de la délégation béninoise d'extradition vers le Bénin. Je pense plutôt qu'il y a eu beaucoup de non-dits dans cette histoire-là et c'est la preuve que justement, il faut encore faire attention aux réseaux sociaux, surtout nous qui consommons les produits ou nous qui consommons en général l'information. Nous devons toujours faire attention et savoir faire la part des choses. C'est pour ça que je parlais du projet de société de Romier Wadani qui dit qu'il faut une éducation digitale et permettre aux populations de commencer par identifier et relever les fausses informations. Donc, cette parenthèse étant faite, nous sommes face à un cas où nous nous demandons, à part les chefs d'accusation qui sont retenus contre Kémy Séba en Afrique du Sud, il y a des mandats d'arrêt qui sont décrétés, qui sont lancés contre le prévenu. Et par conséquent, le Bénin maintenant va faire sa procédure. Ici, nous sommes face à un cas où nous ne sommes pas sûrs d'avoir tout de suite gain de cause. Parce qu'il va falloir que la partie béninoise avance des preuves, non seulement précises, et je mets l'accent sur la qualification des infractions, parce que l'infraction peut être là, mais si la qualification n'est pas bien faite, on peut ne pas avoir gain de cause. La deuxième chose, il faut également donner les preuves de ces infractions, parce que dans le droit international, c'est l'extradition pour un fait purement politique est souvent difficile. Donc il va falloir que le gouvernement béninois, les autorités en charge de
la rédaction de cette demande d'extradition puisse avancer des preuves d'infraction liées au droit commun et non à des faits à caractère purement politique. Donc ça, c'est déjà le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est d'avancer les preuves justement pour que les autorités sud-africaines puissent véritablement observer, analyser et voir que les preuves avancées, la qualification des faits ne relève pas d'un aspect purement politique, mais plutôt de droit commun. Et l'autre aspect aussi, n'oubliez pas qu'il a aussi un arsenal d'avocats très dynamique, et ceux-là voudront utiliser ou du moins se disséquer et relever tous les vices de procédure, y compris même des terminologies qui frisent les infractions politiques et autres. Donc vous voyez, il va falloir que nous, ici au Bénin, c'est-à-dire les autorités béninoises qui veulent véritablement que Kémy Séba soit extradé au Bénin, fassent une demande qui répond aux normes pour que dans le droit international, les autorités sud-africaines puissent véritablement répondre. Donc je vous dis, il n'est pas souvent, il est souvent habitué à ces arrêts, mais ici nous sommes face à un cas assez atypique. Eric? Non, sur la présence ou non de nos autorités, notamment deux ministres qui ont été annoncés justement pour avoir fait le déplacement du côté de l'Afrique du Sud, cela n'a rien de sorcier. C'est sans doute des approches de diplomatie. D'abord, aller constater ce dont il est question, parce qu'on ne va pas se baser seulement sur des informations des réseaux sociaux, puisque oui, l'information de son arrestation... On a un ministre des Affaires étrangères j'en viens, qui peut appeler son homologue sud-africain pour avoir une vérification. La police béninoise peut appeler la police sud-africaine pour savoir si effectivement on a arrêté. On n'a pas besoin d'acheter un billet d'avion pour ça, non? J'en viens. Et quand on s'inscrit dans cette démarche, pour d'abord aller constater, et une fois que le constat fait, porter des informations complémentaires aux autorités sud-africaines de qui il s'agit, et peut-être encore leur rappeler que le sujet, justement, fait déjà objet d'une poursuite judiciaire à l'échelle internationale. Après, nous ne parlons pas d'une simple personne. Il s'agit quand même de Kémy Séba, Franck l'a rappelé, qui a déjà eu affaire à la justice dans pas mal de pays. Et donc, on ne se mobilise pas justement pour quelqu'un qui est anodin dans notre pays. Et donc, c'est pas la même façon qu'on traite quelqu'un qui est peut-être poursuivi pour une infraction routière. Ce n'est pas de cette même façon qu'on se mobilise pour quelqu'un qui est reconnu justement pour des chefs d'accusation dont on connaît la force et l'intensité. Donc c'est deux choses différentes. Donc que des autorités soient dépêchées en Afrique du Sud auprès des autorités sud-africaines pour apporter des informations complémentaires, cela n'a absolument rien de sorcier. Mais quand on a fait ça et que nous savons que dans le fond du dossier aujourd'hui, ça n'est pas politique, c'est d'abord une affaire de Kémy Séba avec les autorités sud-africaines. C'est d'abord ça. Avant, maintenant, d'ajouter les ennuis qu'il a d'abord avec les autorités béninoises. Et cela, la démarche, le procureur de la Criette l'a expliqué. Donc, c'est encore une démarche qu'on va encore enclencher, qui va être en parallèle avec les poursuites dont il fait objet actuellement en Afrique du Sud. Donc, pour nous, en tout cas pour la partie béninoise, les mandats d'arrêt qui ont été émis, il faut les exécuter. Et ce n'est pas la première fois que dans un pays ou dans un autre, pour des sujets qui sont poursuivis à ce niveau, que cette démarche est enclenchée. Nous avions vu ce cas dans plusieurs pays. Donc je pense que c'est une démarche assez régulière qui va être enclenchée contre un citoyen qui est recherché. Et cela n'a rien de manipulation ou de forcing, un peu comme j'ai lu un peu partout que le Bénin est en train de forcer les choses. Non, si la démarche est faite et qu'en Afrique du Sud, je dirais, les documents envoyés, toute la documentation, les éléments de preuve n'amènent pas les autorités sud-africaines à se convaincre de la démarche de la partie béninoise, en Afrique du Sud, ils vont décider. Et je crois savoir que nous avons vécu un dossier similaire ici où je pense que c'était l'ancien ministre de l'économie et des finances qui avait été interpellé en Espagne. On avait parlé de son extradition.
il y a eu une audience d'extradition et on connaît la suite. Donc, je pense qu'on n'a pas à se faire du mauvais sang parce que quelqu'un est en cellule et que l'État est en train de se mobiliser pour son extradition. C'est régulière et je pense qu'on va observer cela. Franck, quelles sont les possibilités d'extradition, puisque c'est ce que vise, mettons, le pouvoir de Cotonou, obtenir en tout cas le retour, mettons, de Kémy Séba ici à Cotonou, afin qu'il réponde de ses actes, enfin, de ceux dont on le accuse devant la justice. Mais quelles sont les chances, quand on voit le tableau qui est là, quelles sont les chances d'obtenir justement cette extradition? C'est là toute la complexité de cette affaire, qui est pour moi une affaire politico-judiciaire, mais également qui a des implications diplomatiques. Dans cette affaire, il y a la France qui va jouer, il y a la Russie, il y a les pays de la sous-région, je veux parler des pays de l'AES pour qui Kémy Séba a pris fait et cause. Il y a également les autorités sud-africaines et bien d'autres pays qui seront intéressés par cette affaire-là. Les chances pour le Bénin, d'abord je voudrais rassurer Ulrich Gaba qui s'inquiétait un peu de la qualification des faits. Nous avons des magistrats, nous avons disons des juges de très bonne facture qui vont rédiger bien qualifiés, parce qu'on parle par exemple ce qu'on lui reproche, blanchiment de capitaux, atteinte à la sûreté de l'État. Il y a beaucoup de chefs d'accusation qui sont en jeu. Donc pour moi les inquiétudes ne se situent pas à ce niveau. C'est beaucoup plus les pressions diplomatiques, et donc le Bénin ne peut pas compter simplement sur le fait que nous rédigions une demande d'extradition bien conçue, bien structurée pour gagner, pour avoir la chance d'avoir Kémy Séba sur son territoire et pouvoir le juger par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Mais il y a des implications diplomatiques, et c'est pour cela que les simples coups de fil à la police de Pretoria ou au ministre des Affaires étrangères de là-bas ne suffisent pas. Lorsque vous vous déplacez vers quelqu'un pour négocier, c'est différent de ce que vous l'appelez pour négocier. Et donc, c'est une affaire très complexe, c'est un dossier assez solide, et pour en débattre, il faut également prendre les dispositions idoines qui s'imposent. Donc, pour moi, les chances, c'est que nous lui reprochons quelque chose, et tous les pays sont obligés, normalement, dans le droit international, lorsqu'un mandat d'arrêt est émis, vous devez collaborer, parce que vous-même, vous pouvez, dans le cas un jour où vous recherchez un compatriote qui est en cavale ou qui n'est pas sur votre territoire, qui a commis des impairs que vous voulez juger. Donc il y aura cette collaboration. Maintenant, à côté, il y aura également, disons, la diplomatie que le Bénin va jouer, et la solidité disons, de tout ce qui sera des démarches qui seront menées pour essayer de le faire extrader. Ce qui est sûr, les faits sont là, et nous avons aujourd'hui la chance qu'il soit dans les liens de la justice, et c'est là la première chose. Oui, c'est une chance. Oui, c'est une chance. Je rappelle que Kémy Séba est encore présumé innocent, et donc on doit faire toute la procédure pour s'assurer que. Oui, mais il n'est pas libre de ces. Oui, mais c'est pas une chance. C'est une chance déjà qu'on lui ait mis la main dessus. Oui, le repérer. Ulrich Gaba, quelles sont les chances aujourd'hui d'obtenir l'extradition de C'est déjà bien de préciser qu'il est toujours présumé. Donc les chances, première chose, il faut reconnaître que en de pareilles circonstances, nous sommes d'abord, situons le contexte, nous sommes d'abord à une intersection du droit criminel, du droit des étrangers et de la géopolitique régionale. Donc ça veut dire que omettre un seul de ces points peut faire perdre le dossier à l'État béninois. Deuxième aspect, pour ce genre de situation, il faut tenir compte des traités bilatéraux et des traités multilatéraux, un peu comme le traité comme le traité pas aussi expert en droit international. Non, justement, vous savez, quand il s'agit de ce genre de situation, il faut faire en sorte que tous les droits soient respectés. Tout à l'heure, j'ai entendu Franck dire que les qualifications sont déjà là. Oui, les qualifications sont là. Mais attention, quand vous voulez avancer des preuves, et que nous sommes encore dans le droit international ici, et que vous voulez vous demander l'extradition, que ce soit un de vos compatriotes ou de quelqu'un d'autre que vous voulez avoir pour vos juridictions ici, il faut faire en sorte que cette extradition ne frise pas
a une connotation purement politique. Donc, c'est le véritable enjeu qu'il y a ici. La qualification en elle-même n'est rien, mais il faut faire en sorte que cette qualification et les preuves avancées politiques. Exactement. Il faut faire en sorte. Mais c'est justement pour ça. C'est vrai qu'il y a un avantage. Il y a un avantage en ce sens que aujourd'hui toutes les juridictions démocratiques sont sensibles à tout ce qui est terrorisme. Et quand on fait la qualification et on avance les preuves, on constate que ça frise un peu une sorte, ou du moins une explication qui tend vers du terrorisme. Je pense que toutes les juridictions démocratiques sont sensibles à cela et peuvent répondre favorablement. Mais ici, est-ce que véritablement toutes les preuves que la partie béninoise apportera vont donner cette connotation au lieu d'avoir une autre connotation purement et explicitement politique? Je pense que c'est là que tout l'enjeu est. Et c'est en cela que les autorités béninoises doivent véritablement jouer, parce qu'il y a des chances d'avoir gain de cause pour cette extradition, mais il y a aussi des chances parce que les procès antérieurs nous ont montré que quand on sent un tout petit peu qu'il y a une connotation purement politique, simplement, surtout le tribunal de Pretoria dit systématiquement non. Vous voyez maintenant que Tanguy, quelqu'un qui fait objet de poursuite pour lequel le riche cite autant de droits que ce n'est pas n'importe qui, et que cela nécessitait vraiment qu'on se mobilise pour la cause. Ah oui, carrément. Il y a trop de droits là maintenant. Donc, non, je pense que, comme je le disais, ceux qui ont la charge justement d'enclencher cette démarche vont le faire en connaissance de cause, que ce soit tout ce qui se fait de façon officieuse ou officielle, justement pour que la démarche puisse aboutir. Nul n'ignore justement le profil de la personne, comme l'a dit d'ailleurs Franck, avec ses ramifications au Niger, dans d'autres pays étrangers. Et donc tout ceci, justement, doit être minutieusement scruté pour que la démarche ne souffre d'aucune insuffisance, afin que la partie sud-africaine puisse prendre une décision juste. Ce qui est sûr, c'est s'il y a quelque chose que nous partageons avec l'Afrique du Sud, c'est les principes de démocratie et de valeurs, et je ne pense pas qu'en Afrique du Sud, il existerait un citoyen qui serait favorable à la chute d'un système démocratique. Donc, parti de cet instant, je pense que tout va se jouer sur le droit international pour que ceux qui pensent qu'on est en train de vouloir faire pression sur un système judiciaire en Afrique du Sud, nous n'avons pas les moyens. Je ne suis pas en train de voir les autorités judiciaires béninoises aller faire pression sur les autorités judiciaires sud-africaines pour que cette démarche puisse aboutir. Non, tout va se jouer sur les éléments de preuve, sur un dossier justement qu'on va monter et qu'on va présenter justement, et qui fera force de loi pour que le droit soit dit. Merci beaucoup, cher monsieur. C'est vrai que c'est un dossier assez délicat et complexe, faut-il le dire. Mais l'interrogation qu'on est en droit de se poser à Cotonou, c'est comment est-ce qu'on peut obtenir justement l'extradition de l'homme afin qu'il nous aide à comprendre un peu quels sont ses mobiles et sa part de responsabilité dans tout ce dont on l'accuse. C'est important et il faut surtout travailler à faire respecter notamment la procédure, les droits de chacun, etc., etc. Sauf qu'en la matière, Cotonou n'est pas en bonne posture. Quand on voit un peu certains cas précédemment, le cas Steve Amoussou par exemple, tel qu'on l'a traité, le cas Hugues Sosoukwe par exemple, c'est des précédents cas qui, ma foi, ne sont pas vraiment des arguments pour appuyer ce dossier important de Cotonou. Il ne revient pas à la partie sud-africaine de rentrer à l'intérieur de ces dossiers pour juger. Oui, mais c'est des affaires qui ce sont malheureusement des failles si nous parlons à la fois, les gens ne pourront pas nous entendre à la maison. Ce sont malheureusement des failles que les juges de Kémisséba vont exploiter à fond. Parce que c'est des affaires qui ont enjambé les frontières. Et nous sommes aussi dans le même cas où on a enjambé les frontières avec justement l'affaire Kémisséba. Et puis, quand on a fait ces extraditions, notamment de Steve Amoussou et de Hugues Sosoukwe, on a vu un peu les procédures. Comment est-ce qu'il y a eu une accélération autour du traitement afin que les dossiers soient évacués. Ce sont des précédents qui, ma foi, pourraient être, je dois dire, des difficultés à obtenir l'extradition là de Kémisséba. Mais en tout cas, on va faire confiance à la diplomatie béninoise. Absolument. Et surtout à la rigueur de la justice béninoise, afin que, si effectivement il y a des éléments pertinents à verser au dossier, que ce soit fait afin que nous obtenions justement cette extradition-là. Merci beaucoup, cher monsieur, d'avoir contribué à ces échanges-là.
Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée à vous aussi. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous partageons chaque moment de joie avec vous. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans sa parution, la presse du jour annonce pour demain jeudi les résultats définitifs de la présidentielle du 12 avril. La Cour constitutionnelle annonce qu'elle procédera le jeudi 23 avril 2026 à la proclamation officielle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Fraternité renchérit pour écrire que la Cour constitutionnelle annonce qu'elle procédera le jeudi 23 avril 2026 à la proclamation officielle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. L'institution a diffusé mardi un communiqué destiné à informer le peuple béninois et l'ensemble des médias, marquant ainsi l'ultime étape du processus électoral. Pour la nation, cette proclamation très attendue viendra sceller officiellement les résultats du scrutin présidentiel après les différentes phases de collecte, de vérification et d'examen des recours éventuels. Elle constitue un moment clé pour la consolidation de la transparence électorale et le respect des institutions républicaines. Avec cette annonce complète, le confrère de la matinée, le Bénin s'achemine vers la clôture de son cycle électoral dans un cadre légal et institutionnel clairement défini. Et en gros titre de fraternité, on lit que les rois des collines ont joué un rôle prépondérant dans le sacre du duo Wada-Intalata. À en croire le journal, la performance du duo candidat Wada-Intalata lors de la présidentielle du 12 avril dans le département des collines ne doit rien au hasard. Avec un taux de mobilisation particulièrement élevé et un plébiscite marqué dans plusieurs localités, cette victoire s'est appuyée sur une dynamique d'ancrage territorial soigneusement construite dans laquelle les têtes couronnées ont occupé une place centrale. Au cœur de cette stratégie, 22 chefs traditionnels des collines ont été mobilisés dans une démarche structurée de soutien politique. Leur engagement a été officialisé lors d'une cérémonie d'adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau, tenue le 21 mars à Kilibo. À cette occasion, ces autorités traditionnelles ont fait une forte déclaration de soutien à Moukaïla Amadou et à l'UPR, scellant ainsi leur implication dans la dynamique électorale. Et les lettres de félicitations à l'endroit du nouvel élu continuent, et c'est le cas du roi des Guins, comme l'écrit le matinal. À la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, Sa Majesté Sosa Foli Aouon d'Anhouenou, roi de la communauté nationale du peuple Guin et allié du Bénin, a adressé un message solennel de félicitations et de soutien à son Excellence Romuald Warani, saluant une victoire portée par la volonté souveraine du peuple béninois. Le souverain réaffirme l'engagement de sa communauté à accompagner le nouveau président dans la consolidation des acquis et la poursuite du développement national. L'investigateur le rapporte citation à l'annonce des résultats du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, consacrant votre brillante élection à la magistrature suprême de notre pays. Nous avons l'honneur de vous adresser nos sincères et royales félicitations. Cette victoire issue de la volonté souveraine du peuple béninois exprimée par un vote massif traduit la confiance placée en votre vision, votre engagement patriotique et votre dévouement au service de la nation au cours de ces dernières années. Pendant ce temps, Pointe Bénin intelligent, les députés de la 10e législature seront en session plénière le jeudi 23 avril
au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Au menu de cette séance figure la présentation du premier rapport d'activité de Joseph FIFA Medjogbenou en tant que président de l'Assemblée nationale de la 10e législature. Ce rapport couvre la période du 8 février au 31 mars 2026. Il s'inscrit dans le cadre de l'exercice de redevabilité démocratique des élus du peuple. Au Bénin, explique la presse du jour, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale est une exigence constitutionnelle et réglementaire de transparence encadrée principalement par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 21. Le président doit rendre compte de sa gestion et de ses activités internes et externes à la plénière au début de chaque session ordinaire qui en délibère, l'adopte ou le rejette. Fin de la revue de presse. Merci d'avoir été à l'écoute.